Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleur d'avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. L'été se poursuit et avec lui la rencontre d'avocats qui ont une deuxième vie. On explore ce que cette deuxième activité leur apporte, comment ils s'organisent et comment cela contribue à leur épanouissement sous la robe. Cette semaine, je partage avec vous mon échange avec maître David Connerhardy, collaborateur du cabinet Seban et Associés et officier de réserve de l'armée de terre et plus précisément du 120e régiment du train. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont en vacances ou si c'est un peu plus calme au cabinet, je vous invite à prendre quelques minutes pour laisser 5 étoiles et un avis dithyrambique sur iTunes ou votre application podcast préférée. Ça m'aide beaucoup, je ne le dirai jamais assez. Sachez également qu'une session de formation bien dans ma robe est ouverte pour le mois de septembre, à prix tout doux, l'occasion de commencer l'année sur de bonnes bases et de peut-être envisager ensemble comment vous pourriez vous aussi prendre le temps de faire ce qui vous tient à cœur pour vous épanouir comme avocat par ailleurs. Merci beaucoup à Zachary Madi pour cette recommandation et très bonne écoute. Bonjour David Connerhardy. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleur d'avocat. Mais de rien. Alors David, toi, ta double casquette, c'est que tu es, en plus d'être avocat collaborateur au cabinet Seban, tu es réserviste à l'armée de terre. Exactement. Un régiment qui s'appelle le 121e régiment du train, qui est à Montlhéry-Lina dans l'Essonne. Et j'y suis là-bas en tant qu'officier. Et alors, raconte-moi, comment est-ce que tu en es venu à être réserviste, à être officier ? Écoute, à l'origine, j'avais hésité à en faire mon métier. Mais je me suis dit que c'était pas quelque chose que je me voyais faire au quotidien jusqu'à la fin de ma vie. Et il y a des passerelles qui sont offertes à partir du niveau M2 qui permettaient à l'époque, elles ont été fermées, mais de faire des recrutements directs en tant qu'officier. Et donc je me suis dit, ok David, tu termines tes études et tu termines ton M2. Et ensuite tu as cette porte-là, cette opportunité-là de devenir officier en passant des sélections évidemment. Et ça en plus ça me permettait de le faire en même temps que le CRFPA. Et donc j'avais une séquence où je travaillais pas encore, donc j'avais encore du temps. Et j'avais aussi une carotte qui était arrivée à la fin de mes études, parce que j'étais pas très chaud à l'idée de faire mes études plus autre chose, donc soit un travail, soit une activité de réserviste, parce que c'est tout bête, mais je suis tombé sur les stades de réussite en ayant une double casquette quand t'es en études, et en fait c'était pas évident. Donc je me suis dit, autant attendre et avoir un grade plus élevé en rentrant dans l'institution. Qu'est-ce qui te plaisait dans l'armée ? Qu'est-ce qui t'attirait à ça ? Écoute, j'ai toujours voulu être avocat. Mon stage de 3e était déjà dans un cabinet d'avocats, mais je me suis dit très tôt que j'avais envie de participer à un service public, d'être utile autrement que par ma profession. Et malheureusement, j'ai aucun attrait pour la police, et encore moins pour les pompiers. Et il restait des services publics liés à la défense nationale. Et là, pour le coup, ça me plaisait vraiment et je me suis dit que c'est quelque chose auquel j'avais envie de participer. Ok, c'est drôle parce que avocat, c'est quand même aussi un service public d'une certaine manière. Oui, mais mercantile. Je sais pas comment expliquer plus que ça, mais vraiment, nous, le cabinet, on a c'est très peu des particuliers, au moins dans mon service. Donc on aide des entreprises soit à être compliantes, soit dans le cadre de leur contentieux, mais c'est moins la vision qui est perçue par tout le monde de l'avocat utile qui défend les petits gens, mais c'est plus... Et puis de toute façon, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Moi, j'avais envie de travailler pour des entreprises, travailler pour des administrations, et pas du tout pour des personnes privées. Donc ça intervient dans ce cadre-là. Donc du coup, t'as fait cette passerelle pour devenir officier. Ouais. Et comment est-ce que ça se passe, ce travail de réserviste ? Alors, comment est-ce que ça s'articule dans ta vie là, c'est d'un point de vue très pragmatique. Quand est-ce que t'es à l'armée ? Quand est-ce que t'es au cabinet ? Alors ça, en fait, il y a eu plusieurs séquences de temps. Puisqu'il y a eu la séquence où j'ai passé les épreuves, les concours. Donc là, c'est fin 2015, début 2016. Au moment où j'ai signé mon contrat, qui est 2016. Et donc de juin 2016 à maintenant, donc plus de 3 ans, il y a eu des séquences qui étaient complètement différentes pour moi. J'ai eu les séquences à l'école. Des officiers ? Non, une séquence à l'école des avocats où j'avais beaucoup de temps et ça me permettait d'être beaucoup plus présent parce que l'articulation générale, c'est globalement un week-end par mois plus une mission de 2 semaines par an. Donc ça fait un super total de entre 20 et 40 jours. Le max c'est 60 et il y a pas de le minimum c'est 0 quoi. Et donc après chacun met ses propres disponibilités là-dedans pour faire ce qui lui plaît et au mieux.
Donc il y a cette flexibilité au niveau de l'agenda qui te permet en fait à des moments où tu as plus de temps de proposer plus de disponibilité et à des moments où tu en as moins de réduire. De refuser. Très souvent, je pense qu'il y a beaucoup à l'armée, il y a beaucoup de postes qui sont pas pourvus et du coup ça fait qu'ils sont en capacité d'offrir souvent des missions aux réservistes. Après, ça dépend en fonction des grades puisqu'il y a des grades qui sont plus utiles que d'autres pour eux. Donc ça fait qu'on peut plus ou moins faire des missions, mais typiquement je sais qu'on a des étudiants qui ont 20 ans, et eux ils peuvent monter jusqu'à 120 jours par an parce que ils ont la capacité de le faire. Et ce sera toujours pris par l'active qui est toujours en recherche de ça. Mais ce qui est pas mal, je trouve, c'est que souvent on a les séquences où on doit être présent bien en amont. Du coup on sait que le 3e week-end de septembre on sera à l'armée, et donc ça permet de le bloquer et de l'agencer avec le reste de nos activités. Du coup, cette organisation, finalement, ça te permet de bien t'organiser par rapport à ta vie d'avocat Non, franchement, c'est pas facile. Parce que, rapidement, il y a 3 catégories à l'armée. Il y a les militaires du rang, qui sont très nombreux. Il y a les sous-officiers, qui sont un petit peu moins nombreux. Et tu as les officiers, qui le sont encore moins. Les officiers, c'est un peu les cadres de l'armée, c'est ça ? Ouais, exactement. Mais ça fait qu'il y a une dimension de tâches administratives qui est beaucoup plus prégnante que chez les militaires du rang, où là, pour le coup, c'est vraiment, on leur dit... venez au week-end là, ils arrivent avec leurs affaires et ensuite ils sont complètement pris en charge, alors que nous on a vraiment une mission administrative, on a vraiment une mission de préparation des week-ends, on a vraiment toute une dimension que eux n'ont pas, donc ça fait que ça reporte la perception que j'en ai à mon avis différente de celle qu'ils ont eux, parce que eux ils n'ont pas beaucoup de travail en amont et ils ont beaucoup de travail sur place, alors que moi j'ai plutôt beaucoup de travail en amont et beaucoup de travail sur place aussi, puisque on est... parce qu'on gère les activités qui sont faites. Qu'est-ce qui se passe pendant ces week-ends ? Enfin, si tu peux, de ce que tu peux bien en sûr. dire, bien évidemment. Nous, on a 2 séquences de temps. On a la séquence août, septembre, décembre, où là, on entraîne plutôt nos personnels sur les missions sentinelles. Donc, le savoir-être avec une arme, vraiment des missions de se déplacer dans la rue, se défendre, plutôt des trucs comme ça, plutôt la base, qui est commune à tous les réservistes de France. Et de janvier à juillet, on a une spécialité qui est la circulation. Et ça fait que tous les ans, les deux premières semaines de juillet et parfois la dernière semaine de juin, on a une mission qui s'appelle le GCE. Et c'est l'acheminement des véhicules pour le 14 juillet, leur protection, la mise en place de garages. Et donc ça fait que de janvier à juillet, on les forme plus à la circulation propre, à le déplacement en véhicule, comment on fait, la pose de panneaux, la réalisation des panneaux. Et donc ça fait que l'année est toujours articulée entre ces 2 grandes séquences, janvier, juillet, août, décembre. Ce que je comprends de ce métier de réserviste et de pourquoi il y a des réservistes, c'est une sorte de réserve, du coup, de personnes qui sont formées à des tâches liées au métier de l'armée. Exactement. C'est ça. C'est un vivier. Je pense qu'on est 18 000, il me semble, entre 18 000 et 20 000, répartis sur tous les régiments de France. Et c'est vraiment du support. Je pense qu'il y a des missions qui sont pas capables d'être... l'active a tellement de missions qu'ils sont pas capables de toutes les assumer. Et on est complètement là en soutien. Et c'est que des personnes qui, comme moi, ont une profession à côté et qui trouvent du temps sur leur temps libre, tout simplement, et qui viennent... Et c'est vraiment hyper intéressant. Pour le coup, on rencontre vraiment des gens auxquels j'ai pas accès parce que mes potes, soit c'est mes potes d'enfance et ils sont un peu devenus comme moi en termes de profession, soit mes potes sont tous avocats. Et ça fait que j'ai accès à des gens qui me seraient complètement inaccessibles si c'était pas dans le cadre de l'armée. Et on développe des liens avec ces personnes-là qui sont très forts. Fait quoi ? C'est hyper agréable. Enfin, c'est toujours... Ce qui est pas mal, c'est que on a beau être tous différents, on a toujours le trait d'union qui est être utile. Parce que finalement c'est quand même beaucoup d'ennuis et beaucoup de lourdeur. Quand je prépare des exercices, des fois j'ai terminé ma journée de cabinet, hop, je me mets à préparer mon exercice ou alors des fois parfois il y en a qui partent en mission mais ils n'ont pas leur taille, du coup on nous appelle et on doit gérer et c'est surtout que on est très mobilisé dans l'instant. On a un souci, du coup ils appellent les chefs de peloton en l'occurrence pour nous pour avoir des réponses rapides et il y a... Après, je trouve que c'est principalement aussi une des difficultés, c'est que chacun des deux, genre mon métier au quotidien que j'adore et l'armée, c'est qu'il y a toujours une notion d'urgence dans les 2 cas. Tout le monde veut tout au même moment et ça c'est peut-être le truc le moins évident à gérer au sens où des fois il y a des choses qui sont pas du tout miscibles et il faut être complètement sur l'un ou complètement sur l'autre. Et comment tu fais justement ? C'est chaud. Je travaille plus tard, il y a des séquences de temps où je suis très fatigué. Je sais que typiquement les week-ends sont très éprouvants pour moi, parce que après ma semaine de travail
on va pas se mentir, je suis fatigué, et ça fait que, typiquement quand je vais à l'armée, j'ai pas du tout l'impression de me reposer, quoi. J'enchaîne sur une autre source de pression, mais c'est de la pression positive, mais c'est un petit peu angoissant. Typiquement, on est, au niveau officier, on est moniteur de tir, donc typiquement, là, comme notre unité partait 2 semaines en juillet pour le fameux GSE que j'évoquais, on a eu des week-ends entiers à faire tirer des personnels, parce qu'ils ont un tir avant mission et parce qu'on avait eu des nouvelles recrues. Et donc ça fait que quand tu termines ta journée de travail à 20h, que tu arrives au régiment à 21h et que tu fais tirer sur le créneau à 21h à 6h du matin, après on avait le samedi en repos et le dimanche on tirait de nouveau toute la journée. Et ça fait que le lundi matin j'étais complètement dans les vapes, quoi. Mais attends, mais comment est-ce que... Parce que du coup t'es arrivé au niveau officier à l'armée et ensuite... T'es en charge d'être moniteur de tir. À quel moment est-ce que t'as appris à tirer? Pardon, mais je suis très... Pas de souci, la formation elle se décompose sur... d'abord on va à Vincennes, passer des tests psychologiques un peu sportifs et vérifier que tout va bien, et aussi de santé. Après on part 3 semaines à Saint-Cyr, où là on a une évaluation. Enfin moi je suis parti à Saint-Cyr, ça s'appelle la PMS. Après, pour faire court, on a les résultats, donc si on peut être ou si on peut pas être officier. Ensuite, on a une première formation, on repart un mois à Saint-Cyr, qui est, on appelle la FIOR, la formation initiale des officiers de réserve, où on apprend un peu les rudiments. Et ensuite, on a une deuxième formation, où là, ils nous forment à être moniteurs de tir, parce qu'ils considèrent que les premiers moniteurs de tir, c'est les chefs de peloton dans les régiments. Donc voilà, donc ça fait 3 mois de formation, et au final, on a plusieurs casquettes. Nous, la particularité qu'on a, c'est qu'en plus, quand on est circulateur, on doit partir en école, à Bourges. Donc ça fait... Mais voilà, après ça fait des trucs... C'est incroyable parce que ça fait aussi des choses qu'on ferait jamais, quoi. Genre, je m'avais dit à 18 ans que j'allais être moniteur de tir 5 ans après, dans l'armée de terre, en fusil d'assaut, j'y aurais jamais cru. Et pourtant, c'est hyper épanouissant, c'est pas facile, mais c'est vraiment hyper agréable d'avoir des missions qui sont complètement différentes et d'être en plus capable de les faire. Donc tu as souligné que ce qui te plaisait, c'était le fait que c'est l'occasion de rencontrer des personnes très différentes par rapport aux personnes que tu côtoies au quotidien et tes amis, enfin voilà, ton cercle social. Tu soulignes le fait de faire des choses qui n'ont rien à voir avec ton quotidien aussi, et d'ailleurs de te montrer que tu es capable de faire des choses qui n'ont rien à voir. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que ça te tient à cœur, enfin que t'aimes t'engager là-dedans? Alors, déjà sur ce que tu évoquais, il y a 2 trucs qui sont vraiment bien et que j'ai pas forcément revenu dessus. C'est les gens que je rencontre déjà, c'est des âges qui sont complètement différents des miens. La pyramide des âges sur la réserve, elle est complètement éclatée. Donc là, j'en ai 27, mais la moyenne d'âge de mes sous-officiers encadrants, j'en ai 4, ça doit plutôt être 38-40. Donc déjà des gens que je connais pas grand monde à 40 ans parce que soit c'est la génération de mes parents, soit c'est mes potes, mais ça fait que c'est des gens auxquels, au-delà de la profession, j'ai pas accès en termes, même pour constater leur maturité personnelle, leur progression, la gestion de leur vie personnelle, c'est incroyable. Et pour les missions aussi, c'est à la fois voir qu'on est capable de les faire, mais aussi être utile quand on les fait. Mais après, c'est vraiment pas facile, sincèrement, et je sais pas si je serais capable de le recommander. Je suis content de le faire, c'est cool. Ah ouais? Mais... Attends, c'est intéressant ce que tu dis. Pourquoi est-ce que tu doutes de ta capacité à le recommander? C'est beaucoup d'ennuis. C'est vraiment... Donc c'est beaucoup d'ennuis, mais qui t'es tenu... Enfin, je veux dire, c'est beaucoup d'ennuis qui est compensé par le sentiment d'utilité fort que tu en retires? Ouais, exactement. Mais c'est aussi un peu... Je sais pas si c'est une bonne vision que j'en ai, mais j'ai l'impression que c'est aussi un peu un sacerdoce. Et je le fais parce que j'estime que ça doit être fait et que ça participe à ma volonté d'être utile. Mais il y a des moments où si ça avait été une activité associative, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps. On est vraiment dans la notion un peu de mission, quoi. Ouais, exactement. Vraiment, mais je trouve que sacerdoce, c'est vraiment une bonne représentation de ma perception des choses. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu mitigé, parce que j'ai des copains qui sont là en mode explique-moi, est-ce que ça vaut le coup que je m'engage, et je suis pas capable de leur apporter une réponse. Je suis capable de leur dire qu'il y a du positif et du négatif, mais je peux par exemple expliquer que la course à pied, j'en fais beaucoup, c'est super agréable, c'est cool et c'est positif, et il faut en faire. Alors que la réserve, je serais plus mitigé, faut s'accrocher, quoi. Oui, et d'un autre côté, personne ne t'aide, c'est ça le truc. C'est d'un côté ou de l'autre, mon cabinet il est super et tout, mais en fait ce que je fais, c'est que je le fais sur mon temps libre, et parfois il y a des contradictions dans les demandes, et il faut juste être capable de travailler plus au moment où ça apparaît, quoi. Mais à ce moment-là, si t'as pas envie, c'est fini, mais il faut être capable de le digérer,
d'en sortir un peu grandi et d'apporter les bonnes réponses au bon moment, indépendamment de ta fatigue, de tes envies et du moment où la question apparaît. Oui, et d'un autre côté, on va reparler de comment est-ce que ça s'insère dans ta vie professionnelle au quotidien et du rapport avec le cabinet et tout, mais est-ce que finalement c'est pas la même chose avec tout conseil qu'une personne demande? Tu vois, à chaque fois c'est un peu, moi je peux te dire ce que ça m'apporte à moi et pourquoi est-ce que moi j'en tire du plaisir, qu'est-ce que moi je n'aime pas dans ça ou ça, mais finalement la réponse elle est quand même dans chacun, à quoi ça correspond, à quelle envie, tu vois, même la course à pied, moi tu me dirais, moi la course à pied j'ai jamais, tu vois, ça ne me correspond pas quoi. Et quand bien même on me vanterait les vertus de la course à pied, franchement je peux en faire, clairement c'est pas... Il y a rien, Ouais, j'ai pas, tu vois. Et donc finalement, est-ce que c'est pas la même chose avec... est-ce que c'est pas sage de ta part de dire, voilà, moi c'est mon sacerdoce, ça répond à plein de choses qui sont hyper importantes pour moi. Après, il y a ça, etc., ces inconvénients et tout. Après, toi, voilà, finalement, la question c'est est-ce que tu as ce besoin d'utilité dans ce contexte-là particulier, alors qu'il y a d'autres personnes qui, pour le coup, leur utilité, elles préféraient la mettre en avant dans un milieu associatif plutôt que dans l'armée. Tu vois, c'est hyper intéressant ça. Ouais, c'est vrai. Je suis complètement d'accord. Mais c'est des réponses finalement très personnelles qu'on apporte à ce genre de choses. Mais finalement, à l'armée, on a quand même un taux d'attrition qui est super fort. Quasiment tous les 3 ou tous les 5 ans, j'ai plus les chiffres en tête, on a quasiment renouvelé tous nos effectifs. Donc ça veut dire que les questions que je me pose sont aussi des questions que l'ensemble des réservistes de France se posent. Et après, chacun y apporte sa réponse. Il y en a qui arrêtent, il y en a qui continuent. Et est-ce que, en tant que réserviste, tes missions peuvent évoluer? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent changer? Alors, c'est encore une réponse un peu technique, mais il y a 2 grands temps. Il y a le temps opérationnel, qui est dans des unités régimentaires comme moi je fais maintenant, et puis il y a un temps plus en état-major, où là, typiquement, j'ai des copains officiers qui sont à Ballard, qui travaillent là-bas, soit au renseignement militaire, soit à la direction générale... DGA, je me souviens plus c'est quel est le A, mais... Alors là, vraiment, je suis désolée, je peux pas si j'ai des copains qui écoutent, ils vont se moquer de moi ensuite, mais donc il y a vraiment on peut en prendre tout ce qu'on veut. On peut faire plus de l'administratif et tout ce qui est support bureau, ou tout ce qui est vraiment aller courir dans la forêt et tirer au fusil d'assaut, et on peut trouver vraiment tout ce qu'on y veut, je pense. Et toi, donc tu soulignes que c'est dur quand même, que tu en tires beaucoup de plaisir et de satisfaction, mais quand même que c'est très dur. Est-ce que tu te vois continuer à être réserviste, cet engagement dans l'armée, tu te vois continuer encore Alors c'est vraiment compliqué parce que la particularité des officiers, c'est qu'on a ce qui s'appelle un temps de commandement qui est fini. Donc ça veut dire, quand on est militaire du rang et sous-officier, ce que j'évoquais tout à l'heure, en fait on n'a que les limites d'âge qui sont fixes en fonction du grade pour eux, alors que nous, je sais que là je suis chef de peloton pendant un certain nombre d'années. Ensuite, mon temps de commandement il est fini, je passe au grade suivant qui va durer 2 ou 3 ans, mon temps de commandement il est fini, et j'ai un truc qui s'appelle, la fin, un commandant d'unité, et là j'ai 2 ou 3 ans, et après, ma séquence opérationnelle elle est terminée en tant qu'officier. Et donc soit je passe en état-major, soit j'arrête. Ça t'arrête. Donc voilà, et ça sera, je pense, pour mes 33 ou 34 ans. Donc t'as je encore sais pas quelques années pour voir venir. Voilà, mais en même temps c'est aussi demain, et je sais pas, parce que autant... former des personnes à tirer, former des recrues, partir en mission, ça m'amuse. Autant faire le même métier que mon métier d'avocat dans une autre structure, ça m'amusera probablement peut-être un petit peu moins. Ouais, donc vraiment, ce qui t'apporte beaucoup de satisfaction, c'est justement ce changement complet de mission, par rapport à ce que tu fais. Complètement. Ouais. Complètement. C'est passionnant. Vraiment, c'est vraiment... Je pense pas qu'il y ait beaucoup de professions qui soient aussi différentes que la mienne. Enfin, que armée et avocat. Vraiment, parce que tous mes amis, même ceux qui sont pas devenus, ceux qui sont pas juristes, ont des professions qui sont pas très loin des miennes. C'est toujours un petit peu la même chose. Toujours un bureau, un ordinateur, ou même ceux qui sont conducteurs de travaux ou qui travaillent dans n'importe où. C'est pas très loin. Oui, dans ces métiers intellectuels en fait. Ouais, exactement. Alors que l'armée, vraiment, tout est différent, quoi. Tout est différent. Et ton cabinet, tu leur as dit tout de suite quand t'as été recruté? Alors moi, je l'ai mis sur mon CV. Tu l'as mis sur ton CV, d'accord. On en a parlé un petit peu, mais très brièvement avec Loïs Ramel, donc, qui est mon associé. Mais ouais, non, moi, c'est très compliqué après de
de pas le dire. Je sais que d'autres ne le disent pas et le font complètement en sous-marin. Et c'est vrai que c'est possible de pas le dire une fois qu'on pose ses jours de vacances pour partir en mission et que les week-ends... Le cabinet, donc toi, la mission, tu les prends sur tes vacances? Je les prends sur mes vacances. Pour l'instant, j'en avais fait beaucoup avant d'être... J'ai arrivé au cabinet en septembre 2018. Et donc j'étais pas mal parmi en mission avant. Et donc là, après, j'en avais eu un peu ma claque. Donc là, j'ai un peu attendu et je pense que ça, je vais attendre jusqu'à l'année prochaine. Mais a priori, je poserai mes jours de congé pour partir en mission. Donc en fait, ton cabinet est au courant. Est-ce que ça a soulevé des questions de leur part ou... Pas que je m'en souvienne. Peut-être que si un Non, jour... mais ça- Non, peut-être qu'on C'est a pas discuté obligé. un peu à mon entretien d'embauche. Mais je me rappelle pas forcément qu'il y a eu des questions plus prégnantes que ça sur... Typiquement, je sais que j'adore le Stade français Paris. Et on a beaucoup plus parlé le jour de mon entretien. Donc vous avez beaucoup plus parlé de rugby que de... Mais Le c'est Stade plus- français, c'est bien du rugby, hein. Ouais, c'est exactement ça. La goutte. Ouais. Je me suis dit, ça se trouve, je suis en Ouf, train de me la vraie sauce. ridiculiser. Mais c'est plus facile aussi de parler du rugby, j'imagine, que de parler des missions armées. Je sais pas, pour moi c'est... C'est Tifli Borico. C'est, ouais. Ouais, j'imagine. Là, rugby armé, on est dans le même... Et donc en fait, pour le cabinet, ça n'a aucun impact sur eux, finalement, cette activité... Ma fatigue psychologique et cette physique, fatigue si, psychologique. quand même. Je pense qu'il y a certains week-ends où, quand je suis cramé, on va pas se mentir, que je tourne moins vite que... T'as l'impression que c'est pris en compte? Je suis pas sûr que ce soit perçu. Du coup, c'est dur de prendre en compte quelque chose qu'on perçoit pas. Ouais. Mais D'accord, c'est pas au point où tu peux Ouais. dire, ah ben là là, c'est trop pour moi, non. Là, j'ai eu un week-end à l'armée hyper chargé, tu Ouais, vois, je suis dans les vapes. Ouais, je suis désolée. Après, mon cabinet offre cette chance aussi. Ils sont très compréhensifs et vraiment très cool. Je sais que si par exemple, là, typiquement, je peux être là maintenant avec toi Ouais. et personne n'ira m'embêter sur le fait que je sois ici et je gère mon temps comme je veux. C'est aussi pour ça qu'on est une profession libérale, mais Ouais. il y a des cabinets qui sont pénibles sur ce sujet et le cabinet dans lequel je suis est incroyable et cool là-dessus, quoi. Ouais. Donc, Donc après, c'est dans la bonne structure finalement par rapport Faut le à faire. ce besoin-là de Ouais, complètement. pouvoir aussi un peu moduler, si possible, par rapport à la fatigue que ça t'occasionne et tout ça. Ouais, bien sûr. Ou par exemple, des fois, je reçois des appels que je dois traiter en urgence ou des mails qui doivent être traités en urgence. Je peux switcher d'une activité à l'autre en sachant que ce sera rattrapé plus tard. Mais après, je pense que c'est aussi de l'éthique personnelle sur comment est-ce que tu gères ton travail. C'est sûr que si dès que tu es mobilisé par l'armée, tu travailles moins ou tu es moins concentré, ça finira par te retourner contre toi. Donc il faut Oui, être bien capable sûr, de c'est gérer une confiance mutuelle sur le fait Voilà, que exactement. là tu passes, voilà, mais d'un sujet mais à à l'autre côté en de toute sachant façon que... tes dossiers pour le cabinet sont Voilà. traités et qu'il n'y a pas de il y a pas de sujet, quoi. Mais après, c'est normal et heureusement. Mais la principale différence, je trouve, entre moi et mes amis qui sont juristes, c'est que les entreprises ont beaucoup plus signé des contrats avec l'armée, typiquement tous ceux qui travaillent chez Thales, ou même dans les administrations ou n'importe où. Il y a souvent... j'ai l'impression que c'est plus facile d'être réserviste. Tu vois, moi je te pose cette question, si je t'ai posé cette question de savoir si tes missions étaient prises sur ton temps de congé ou pas, parce que ça me fait penser à Maxime Cléry-Melin, qui est un invité du podcast dans la version classique du podcast. Et lui, il est très engagé associativement au niveau du droit des étrangers et des migrants. Et son cabinet lui a permis de prendre plusieurs semaines. Et je crois, je voudrais pas dire de bêtises, mais selon mon souvenir, c'était pas que ses congés, c'était aussi du temps Qui lui finalement était que offert. le cabinet lui a offert en plus de ses congés quelque part pour qu'il puisse partir à Lesbos sur une mission humanitaire, tu vois. Et comme tu dis, tes amis juristes en entreprise, finalement, il y a des partenariats avec l'armée qui fait que c'est aussi un peu imbriqué, intégré. Et puis, non mais après, je veux pas je veux pas mettre mon nez dans les affaires de Sevran et Associés, mais en plus, c'est un cabinet qui défend aussi des structures publiques. On est dans un cabinet de droit public. Moi, donc ça pourrait ça ferait sens même d'un point de vue cabinet, quoi. Oui, bien sûr, mais après, je pense que c'est plutôt à moi de... Déjà, j'ai pas été confronté au fait de vouloir partir en mission depuis que je suis arrivé. Et puis, je pense que le jour où ça arrivera, peut-être que ça donnera lieu à une discussion. Et je pense que c'est plus à moi d'amener ça en indiquant clairement ce que je veux et en leur disant, regardez, je participe à un service public, est-ce qu'il y a pas moyen de faire ça intelligemment entre nous ?
Et en plus, je sais pas, c'est pas comme partir 2 semaines en voyage, quoi. C'est vraiment, Ouais. on revient rincé. Mais je pense que c'est plus moi qui porterai Oui, en le fait, c'est sujet que au moment où ça va arriver. t'as même pas encore, Voilà. t'as pas encore abordé le sujet, donc ok, maintenant je comprends mieux. Mais donc en juillet 2020, a priori, je pars 2 ou 3 semaines. Du coup, ça sera l'occasion d'en parler. Je te Ouais. dirai Tu me raconteras? si j'ai pris toutes 2 ou 3 semaines de C'est vacances. cool, j'adore si, avoir des nouvelles de mes invités après. Ça marche, je t'enverrai un petit message. Je te dirai Bon. comment ça a évolué. Ben, merci beaucoup David Mais de rien. d'avoir raconté ta double vie armée avocat. Merci beaucoup de m'avoir invité.